Lorsqu'un enfant aime un sport et qu'il y excelle, notre plan souvent est de le faire pratiquer encore plus. Et je prends mon exemple personnel, le soccer. Le soccer d'été est remplacé par le soccer d'automne parascolaire qui, lui, se transforme en soccer d'hiver dans les centres intérieurs. Et puis, ben voilà, le cycle se répète. Mais saviez-vous qu'impliquer vos jeunes dans plusieurs sports et une variété d'activités sportives peut en fait être préférable à long terme? Bienvenue à un nouvel épisode de nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Laval du 22 au 30 juillet 2022. Vraiment, encore une fois, un épisode bien complet. Je pense qu'on va certainement aller piquer la curiosité de bien des gens qui nous écoutent. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la toute fin parce que dans le cadre du segment Saviez-vous que, bien, on vous présente un projet, une belle collaboration avec le Rocket de Laval, une suggestion d'activités à faire possiblement en famille, mais je ne vous en dis pas plus. Maintenant, saviez-vous que les enfants et même les adultes vont être actifs, rester actifs et même atteindre les plus hauts sommets de la réussite sportive s'ils font les bonnes choses au bon moment? Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la science, la recherche et des décennies d'expérience qui en sont toutes venues à la même conclusion. Et c'est à partir de cette conclusion-là aujourd'hui qu'on abordera la pratique, l'importance de la pratique multisport. Et pour en parler, ben voici mes deux invités. Je débuterai par présenter la jeunesse avant l'expérience. D'abord, mon premier invité, ouais, lui, il a pratiqué 6 sports de compétition et 6 de façon un peu plus récréative. En secondaire 1 et 2, il faisait partie du programme DLTA, donc Développement à long terme de l'athlète, à l'école secondaire Marie-Rivier à Drummondville. C'est en secondaire 3 qu'il s'est inscrit en sport-études football, son sport de prédilection, qu'il a continué ouais, de développer jusqu'à la fin de son parcours secondaire, collégial et universitaire. D'ailleurs, il vient tout juste de conclure sa dernière année d'admissibilité avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke au poste de demi-défensif. Il est maintenant comptable agréé, contrôleur financier. Anthony Chagnon, bienvenue à nos premiers podiums. Voici maintenant notre expert. Notre expert qui a beaucoup de points en commun avec Anthony. Il lui a d'ailleurs enseigné, mais il faut dire qu'il a aussi été tout un athlète à ses heures. Au secondaire, sport-études volleyball. Il pratiquait également le ski alpin de compétition. C'est en secondaire 3 qu'il a aussi découvert le football. Il a aussi gravi les échelons jusqu'à l'université, vers de l'Université de Sherbrooke. Il a ici fait partie de l'équipe canadienne des moins de 19 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat en kinésiologie, il a réalisé une maîtrise en sciences d'activité physique et ce qui est intéressant, c'est que son mémoire a été rédigé sur le développement de programmes multisports en milieu scolaire au Québec. Il est maintenant enseignant en éducation physique au Cégep de Drummondville. Patrice Marcoux, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, merci à toi. Faut dire que tout ça part d'une première discussion qu'on a eue, Patrice, il y a quelques années, je dirais avant COVID, un événement qu'on avait fait avec Loisirs et Sport Montérégie. Tu étais conférencier et tu étais venu parler justement de l'importance de cette pratique multisport-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Anthony qui a pratiqué tellement de sports et qui est aussi la preuve qu'on ne pique pas nécessairement en bas âge, on peut piquer un peu plus tard. C'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'ai parlé du DLTA, le développement à long terme de l'athlète qui est maintenant le DLT. On a enlevé le mot athlète parce que finalement, c'est le développement à long terme du jeune. Qu'est-ce que c'est, Patrice, d'entrée de jeu? Ben, le DLTA, ça a été DLTA là, pour athlète ou maintenant il y en a qui mettaient P à la fin pour participant. L'important, c'est de dire que on a développé un espèce de guide pour les parents, pour les entraîneurs, pour aussi les athlètes, pour savoir un peu quoi faire, à quel moment du développement au niveau de l'âge chronologique des jeunes. Fait qu'un jeune arrive à 9 ans, arrive à 12 ans, qu'est-ce qu'il devrait faire dans son parcours pour atteindre le plus haut niveau ou pour demeurer actif là, le restant de sa vie. Donc, premièrement, ce guide-là ou ce parcours-là a démarré grâce à, je dirais, plusieurs lacunes du système sportif canadien qui ont été ressorties. On se rendait compte que de plus en plus, puis on le voit en ce moment, là, les camps qui spécialisent les jeunes, fait que beaucoup de camps, je pense à des camps de power skating en hockey, je pense à tu parlais en soccer, qui terminent leur saison extérieure l'été, qui rentrent à l'intérieur maintenant. Donc, on a plusieurs problématiques
ont découlé de ça. Plusieurs choses, si on commence rapidement, là, on a des blessures de surusage qui ont découlé de ça. On a plusieurs jeunes aussi qui abandonnent le sport de façon subite vers 15-16 ans parce qu'ils sont tannés, ils n'ont plus de plaisir à pratiquer l'activité physique parce que ça fait longtemps qu'ils font la même chose à un niveau compétitif. Donc, toutes ces problématiques-là qui ressortaient ont mené à développer un guide pour essayer justement de garder ces jeunes-là dans le sport, puis pas perdre beaucoup de jeunes en cours de route comme on le vit en ce moment. Toi, justement, Anthony, tu as fait partie de ce programme-là. D'abord, est-ce que c'était un projet pilote dans le cadre de ta maîtrise, Patrice, avant d'aller voir Anthony pour savoir comment il a vécu ce programme-là, comment il a été mis en place? Parce que c'est une des seules écoles où j'ai entendu parler de ce programme-là. Là. Ben, c'est sûr qu'au Québec, en ce moment, les programmes sport-études, il y en a dans plusieurs écoles ou concentration sportive. Puis, nous, on voyait que on avait un problème avec ça parce qu'on disait la littérature, tout le monde nous dit qu'il faut faire une pratique multisport à bas âge. Puis, dans notre école où je travaillais, on n'en avait pas à ce moment-là de programme multisport. On a dit comment on peut amener ça. Fait qu'on a dit on va essayer de se fier sur le guide du DLTA puis de bâtir un programme en secondaire 1 et 2 où les athlètes allaient faire un minimum de 3 disciplines sportives. Donc, c'est là qu'on a démarré le projet. Puis par la suite, le projet de maîtrise est né là, suite à ça. Mais tu sais, c'est vraiment venu là, à la base au niveau conscience professionnelle qu'on se dit il faut faire quelque chose. Là. Anthony, toi, tu as été un des cobayes, justement, de ce programme-là à Marie-Rivier. De quoi avaient l'air tes cours d'éducation physique? Tu sais, qu'est-ce que tu retiens de ces premières années-là au secondaire? Oui, exactement. On était la première cohorte qui avait été... Le programme venait tout juste de naître. Puis la façon dont c'était présenté, c'est qu'il y allait avoir 3 sports principaux à aborder, soit le flag football, l'athlétisme et le basket. C'était vraiment quelque chose qui m'interpellait particulièrement. Puis aussi une initiation à l'entraînement physique. C'était quelque chose je pratiquais juste le hockey, baseball à ce niveau-là, au niveau compétitif, mais c'est sûr que j'avais d'autres sports dans ma mire. Donc, de là, par semaine, on avait plus de sports que les étudiants réguliers. Fait qu'on avait régulièrement, à tous les jours, pratiquement des périodes sportives. Fait qu'il y avait différents blocs dans la planification. De ce que je me rappelle, on avait le flag football qui pouvait prendre une petite partie. Pendant un mois, on était vraiment flag football. Donc, on avait toutes sortes d'éducatifs divers pour développer nos habiletés, que ce soit coordination, que ce soit développement moteur, etc. Puis, autour de tout ça, il y avait vraiment une initiation à l'entraînement. Donc, que ce soit de la pliométrie, de l'entraînement en salle, mais vraiment progressif avec notre développement vers ces 3 sports-là. Et toi, justement, de tremper là-dedans, d'avoir la chance de toucher et de développer différents sports. Il faut dire aussi avec des sports, il y en a qui c'est individuel avec l'athlétisme, avec un développement complètement différent de peut-être les habiletés que tu vas développer en flag football, par exemple. Qu'est-ce que tu as fait comme constat, toi, comme jeune à ce moment-là? Ben, c'est sûr que j'aimais déjà toucher à tout, j'aimais tous les sports, donc c'est sûr que je voulais pas me spécialiser en un. J'ai commencé quand même parce que le football m'interpellait déjà en secondaire 1. Ouais. J'avais fait du flag football en 5e, 6e année du primaire, donc c'est sûr que c'était un sport qui m'interpellait. Donc, mais en même temps, de l'essayer, de pouvoir toucher à d'autres facettes puis à d'autres sports, c'est quelque chose que on se faisait vendre que ça allait nous aider comme dans notre développement puis que ça allait faire de nous des athlètes plus complets dans le futur. Donc, c'est sûr que dans la tête d'un jeune de 13 ans, il n'a pas le goût nécessairement de se faire pousser tout de suite à toi, tu vas juste faire un sport. Donc, c'est sûr que c'était le fun de pouvoir toucher un petit peu à plusieurs facettes, là, puis à plusieurs sports. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est quand on s'est parlé avant de préparer l'entrevue, c'est que tu me disais, tu sais, à ce moment-là, moi, j'ai réalisé que je n'étais pas le plus fort, je n'étais pas le plus vite, je n'étais pas le plus grand. Tu as quand même eu une super belle carrière universitaire au football, donc ça me porte à croire que c'est pas grave si à cet âge-là, tu n'es pas le plus vite, tu n'es pas le plus grand, puis tu n'es pas le plus fort. Exact. Ben, c'est sûr que ça, j'ai un petit peu à donner le mérite à la puberté et à la croissance, parce que c'est sûr que jusqu'en secondaire 3, c'est vrai que je n'étais pas le plus grand. J'ai eu une poussée de croissance qui m'était favorable vers la fin du secondaire puis au cégep, mais je porte à croire que mon développement physique puis tout ça, c'est sûr que je suis prêt à dire que ce que j'ai fait, ça a amené à les résultats
qui m'ont permis d'avoir une belle carrière universitaire. Oui, parce que Patrice, le développement des habiletés motrices de base dans différents sports, souvent, ça ne relève pas nécessairement de la puissance ou de la grandeur d'un athlète. C'est des gestes moteurs, c'est un ballon dans les pieds, c'est un ballon dans les mains, dépendamment évidemment du sport. Fait qu'Anthony soit pas le plus fort et le plus rapide à cet âge-là, c'est pas grave, il a quand même développé tellement plein d'autres choses. Mais je dirais, c'est un point super important qu'Anthony a apporté, c'est parce qu'on voit en ce moment plusieurs sports qui vont sélectionner à très bas âge les athlètes. Je pense au soccer qui a maintenant un tournoi mondial U10. Donc, c'est sûr que quand on sélectionne à très bas âge, ben, on a des jeunes, des fois, qui ont eu une poussée de croissance soudaine ou d'autres qui n'ont pas eu encore leur poussée de croissance, puis qui se font éliminer un peu de la structure, qui ne font pas les équipes 2A, 3A. Puis pourtant, c'était peut-être les meilleurs athlètes, c'était peut-être les plus travaillants, c'était peut-être eux qui avaient le meilleur entourage au niveau social pour aller chercher du haut niveau plus tard. Mais ces jeunes-là, on les a écartés à très, très bas âge. Fait que c'est pour ça que je pense qu'à bas âge, ce qu'on veut, c'est pas développer des joueurs, des spécialistes dans une discipline, mais c'est développer des athlètes avec un bagage, avec des habiletés motrices. On les appelle les habiletés motrices fondamentales, comme tu disais, l'équilibre, l'orientation spatio-temporelle, la vitesse, d'être capable d'avoir une bonne coordination. Puis toutes ces choses-là, ça vient pas nécessairement avec la poussée de croissance soudaine. Fait que c'est des choses qu'on doit développer à bas âge. Puis par la suite, ben ces jeunes-là, en ayant un plus grand nombre d'athlètes à bas âge qui ont ce bagage-là, on a plus de chances d'avoir davantage d'athlètes qui vont atteindre le haut niveau plus tard. Puis rapidement comme ça, je regardais avant la rencontre certaines statistiques. Puis on voyait en 2019 aux États-Unis, il y avait une étude qui avait été faite sur les athlètes qui jouent en division 1, donc dans la NCAA au niveau de tous les sports confondus. Puis, il y avait quelque chose en commun. Tous ces athlètes-là, il y avait 95% des athlètes qui avaient fait du multisport durant leur secondaire, durant leur high school. Puis, ce qu'on voit par rapport à ça, ben, c'est qu'au Québec, on a moins cette mentalité-là de pratiquer plusieurs sports au secondaire. Souvent, le jeune s'identifie. Moi, je suis un joueur de basketball, je suis un joueur de football, je suis un joueur je suis un joueur, justement. On devrait dire à bas âge, je suis un athlète. Puis ça, c'est les structures sportives qui doivent s'adapter parce qu'on en parle dans la littérature et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est super d'en parler puis de dire, écoutez, il faut être capable faut pas que les entraîneurs essaient de se voler les athlètes. Je pense qu'à cet âge-là, on travaille tous pour le bien-être de ces athlètes-là. Puis si on veut que justement ils se développent adéquatement, ben, il faut qu'il y ait un développement qui soit global le plus possible. Surtout aller jusqu'à la puberté. Ça, c'est évident. Avant de revenir dans les chiffres avec toi, Patrice, toi, Anthony, les bienfaits justement d'avoir justement été dans cette structure de multisport-là, dans ton développement personnel, puis j'irais même jusqu'à dire qu'est-ce que tu as pu transférer après ça dans le football, parce qu'effectivement, à un moment donné, toi, tu t'es dit, mon sport de prédilection, ce sera le football, donc tu mets les bouchées doubles, ton entraînement est planifié en conséquence de, tu peux quand même jouer à des sports récréatifs à travers tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait comme transfert à ton avis? Avec du recul, c'est sûr que ça m'a été bénéfique. Et notamment, si je prends un exemple, ces sports-là, ils se rejoignent à plusieurs niveaux. Que je prenne au niveau des changements de direction, que ce soit de l'accélération, coordination main-œil. C'est vraiment c'est des côtés qui se sont reflétés dans mon football et qui ont fait en sorte de me faire un athlète plus complet. Donc, c'est sûr que les bienfaits, puis j'ai été en mesure de transférer la majorité de ces habiletés-là sur le terrain. Puis, je suis sûr que ça m'a aidé à mon développement en tant qu'athlète. Patrice, qu'est-ce que les études et les recherches disent, les statistiques intéressantes sur justement les bienfaits d'une approche multisport? Les bienfaits ils sont clairs, là, sont documentés, là, peu importe les statistiques précises. Là, ce qu'on voit, c'est un jeune qui va pratiquer du multisport, on va jusqu'à une diminution du nombre de blessures jusqu'à 50% dans sa pratique plus tard. Parce que c'est sûr qu'un jeune qui va répéter, par exemple, un lancer frappé au hockey depuis qu'il est très, très jeune puis qu'il le fait de façon répétitive sur plusieurs années, ben souvent, ça va créer un déséquilibre musculaire parce qu'on va avoir un accent qui est mis sur certains muscles de façon prioritaire. Puis, on va avoir surtout des fois un débalancement qui est fait parce que veut pas de faire plusieurs sports, d'être sur différentes surfaces aussi. Fait que quelqu'un en dehors de sa saison qui n'est pas toujours
en souliers à crampons, mais qui va faire un autre sport complètement, ben, c'est sûr que ça limite les blessures. Par la suite, au niveau de l'abandon sportif, dans certains sports, là, ça frôlait près du 90% là, je pense, j'ai pas les études devant moi, mais on parlait, mettons, en natation, arrivé vers 15-16 ans, des jeunes qui ont toujours côtoyé aussi le même groupe d'individus qui disaient qui manquait d'interaction sociale, qui avaient toujours eu le même entraîneur. Fait que le fait de faire plusieurs sports, ce que ça démontrait, c'est que ça amenait le jeune à connaître divers contextes, rencontrer diverses personnes, divers entraîneurs. Puis, ça faisait du jeune qui avait développé davantage on va appeler ça des habilités de vie, là, on va dire des life skills, mais c'est quelqu'un après ça qui va bénéficier beaucoup plus des points positifs du sport dans sa vie future, là, pas juste au niveau sportif, là, compétitif. Et la compétition dans tout ça, parce que, tu sais, en entrée de jeu, je disais qu'Anthony a fait 6 sports un peu plus compétitifs, 6 autres un peu plus de façon récréative. À quel moment la compétition a sa place? Puis peut-être avant même de rentrer dans ça, Pat, tu sais, quand tu parles de jeunes, c'est quoi peut-être les stades, sans rentrer précisément de tout ce qu'il y a dans chaque stade, est-ce qu'on regroupe par âge ou par... Comment on fait ça là, selon le DLT? Ben, c'est sûr que le DLTA a été bâti un petit peu en identifiant 7 stades prioritaires. Étant donné que on ne veut pas non plus là, les découper au couteau parce que l'âge chronologique d'un jeune, c'est différent de l'âge morphologique, là, du développement du jeune en tant que tel. Parce qu'on va arriver des fois avec un jeune de 10 ans qui a eu sa poussée de croissance puis qui commence à parler grave, puis tu vas en avoir un autre qui n'est pas là du tout. Donc, dans les stades de développement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à bas âge, aller jusqu'à 12 ans, là, on va rester dans un ratio de 30 à 40% de compétition, puis tout le reste devrait être un 60-70% en entraînement. Il y a les pourcentages, là, mais il y a aussi la notion de comment on met l'accent sur la compétition. Je pense au tournoi Pee-Wee de Québec, au hockey, où on avait des fois des coachs que c'est la victoire à tout prix. On va faire jouer sur un banc de 16-17 joueurs, on va en avoir comme 8-9 qui vont tourner, puis les autres, ils vont réchauffer le banc. Déjà à bas âge, c'est quoi l'expérience que les jeunes vont en retenir? Il faut vraiment... j'avais parlé à un entraîneur qui est allé aux États-Unis en football qui me disait aller jusqu'à 12-13 ans, eux autres, ils font jouer les joueurs à une position à l'offensive, une position à la défensive, puis il n'y avait pas de points sur le tableau indicateur. Donc, c'est sûr que c'est toute la notion de comment on approche la compétition. Quand on met l'accent uniquement sur la victoire à bas âge, ben c'est sûr que le jeune va vite être déçu parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Puis, si on met aussi l'accent sur le temps de jeu, puis tout ça, je pense qu'à bas âge, il faudrait maximiser les expériences sportives, essayer d'éliminer le plus possible les situations de compétition là, à chaque fin de semaine, tout le temps, durant toute l'année. Il faut essayer d'avoir un développement qui va miser sur l'entraînement, le plaisir de pratiquer le sport. Puis ça, c'est souvent ce qu'on oublie. Là. Le plaisir à bas âge, là, c'est essentiel. C'est ce qui fait qu'on accroche dans le sport. Puis on parle souvent que chez les plus jeunes, on devrait garder 50% de jeux délibérés ou de jeux où on va laisser les jeunes, dans le fond. On a tout eu ça à un moment donné dans un gymnase où on montait nous-mêmes nos règlements, on jouait au soccer, mais c'était un soccer ballon chasseur ou je ne sais pas, mais on développait nous-mêmes nos propres règles, notre façon de jouer. Puis ça, c'est nécessaire chez le jeune d'avoir du jeu ou qui n'est pas supervisé par un coach, par un parent, ou qui fait juste jouer pour avoir du plaisir. Puis c'est le bout des fois qu'on veut tout contrôler, puis c'est correct aussi, mais il faut laisser aussi place à l'imagination puis à l'expérimentation chez le jeune. Puis c'est ce qu'on a de la misère à faire, mais il faut les laisser aller. Ils sont capables de s'amuser par eux autres même souvent. Anthony, c'est quoi le ratio sport de compétition, sport récréatif au secondaire, là, entre ton secondaire 1 et ton secondaire 5? Bien, c'est sûr, comme Patrice dit, avant le secondaire, en bas de 12 ans, c'était vraiment place au récréatif. J'avais beau faire du compétitif, je ne m'empêchais pas entre 2 matchs ou entre 2 pratiques d'aller jouer à n'importe quoi avec des amis, juste parce que c'était plus ça qui était important pour avoir du plaisir. Mais c'est sûr que dès que le secondaire est arrivé, davantage de compétition, tout en complétant plusieurs sports à la fois. C'est sûr qu'en arrivant au cégep, tu commences vraiment plus à te spécialiser puis à laisser les autres sports de côté. Moi, je pratique encore le hockey, c'est celui-là que j'ai comme abandonné. Puis c'est vraiment, il reste un temps pour le récréatif. Puis
même les entraîneurs vont tout le temps le prôner, davantage hors saison. Il y a un moment pour débarquer. Le football, c'est un sport qui se fait pendant 3 mois. Tu t'entraînes à l'année pour jouer ce sport-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments aussi où il faut que tu fasses d'autres choses. Mais c'est sûr que du moment que je me suis aligné vers l'université, c'est sûr que le sport d'élite, le côté sport récréatif a vraiment pris de côté, autre que le hors-saison. C'est sûr que les entraîneurs, ils veulent que tu aies développé d'autres habiletés, mais rendu à ce stade-là, tu es vraiment à la spécialisation. Donc, plus la saison est proche, plus la hors-saison avance, moins les sports récréatifs prennent la place. Mais ça, je pense que la réflexion est correcte aussi parce que pour l'avoir vécu aussi, à un moment donné, ta façon de penser est plus la même. Surtout quand tu arrives à l'université, tu te dis, OK, est-ce que je vais skier en fin de semaine? Ouais, si je vais skier, j'ai quand même un risque de blessure, juste risque de blessure normal. Mais là, attends, on s'en va au championnat canadien. Donc, tout devient relatif, mais je pense que c'est correct, rendu à cet âge-là, d'avoir ces réflexions-là. Là où je me questionne, c'est, tu sais, on parlait entre autres des blessures, Patrice, quand on rentre dans la surspécialisation, puis tout ça, puis on en a même juste spécialisation. C'est pas obligé d'être surspécialisé. Déjà, il y a des risques. Tu sais, je sais qu'Anthony, tu t'es déchiré le croisé antérieur 2 fois, join the club, et moi donc. Et moi aussi, j'ai un parcours multisport, mais je me dis là, à ce niveau-là, on rentre peut-être dans une autre catégorie. On rentre peut-être juste dans le sport de haut niveau, tout simplement. Bien, c'est certain que les blessures, quand on pratique un sport de prédilection à haut volume, à haute intensité, où tout est plus... on a des athlètes qui s'entraînent au niveau musculaire, au niveau... je pense en football, on avait de la préparation physique, en haltérophilie, tout ça. Fait que les athlètes deviennent très explosifs. C'est sûr que, veut pas, le sport de haut niveau amène des blessures aussi. Là. Je pense que c'est inévitable. Je connais pas beaucoup d'athlètes qui ont atteint les Olympiques ou qui ont atteint les niveaux universitaires ou pro et qui disent « Moi, j'ai jamais été blessé à nulle part. » Je pense que ça fait partie aussi du sport. Mais dans l'éducation qu'on faisait à bas âge, c'était aussi comment se rétablir d'une blessure. Puis souvent, il y a un processus qui est beaucoup l'acceptation de la blessure, puis comment pouvoir, par exemple, travailler en piscine ou travailler dans plusieurs éléments pour revenir de cette blessure-là. Peut-être que ça réveille des souvenirs dans la tête d'Anthony, mais c'est des choses qu'on avait enseignées aux jeunes aussi pour les amener à, écoutez, dans votre carrière sportive, ça va arriver que vous allez vous blesser. Puis comment on réagit par rapport à ça, là, ça ne veut pas dire que tout est fini puis il n'y a plus rien qui se passe pour la suite des choses, mais c'est comment maintenant on s'engage dans le processus de réhabilitation puis tout ça, puis qu'on peut passer maintenant à autre chose, puis au retour au jeu le plus tôt possible. Donc, mais c'est sûr que ça va arriver là, dans le haut niveau, je pense que c'est inévitable. Mais tu vois, c'est la première, je veux dire, on a souvent parlé de ça, de ce sujet-là, puis c'est la première fois, Patrice, ce que tu viens de dire, ça fait tellement de sens. Exemple, la natation, il y a des jeunes qui vont apprendre à nager très jeunes parce que c'est important pour les parents d'un aspect aussi juste sécuritaire. Il y en a d'autres qui vont jamais apprendre à nager, puis là, tu viens d'amener un point tellement important. Si tu te blesses, la natation est souvent une des façons de faire une réhabilitation sans impact sur les articulations. C'est soft, c'est le fun. Si tu ne sais pas nager, tu n'as pas le même plaisir du tout à la faire, là, ta réhabilitation. Fait que tu vois, c'est la première fois que je pense à ça. Je l'ajoute à ma liste de bienfaits. Autre point, je sais qu'on parle de certains sports, beaucoup de sports d'équipe, parce qu'Anthony, toi, tu as fait beaucoup de sports d'équipe. Bien d'abord, pourquoi les sports d'équipe plus que les sports individuels? C'est sûr que je pense que c'est vraiment le côté esprit d'équipe qui m'a toujours intéressé plus que les sports individuels. Je pense pas que c'est vraiment mes parents qui m'ont aligné vers ça. Je pense que c'est vraiment de quoi que je recherchais, d'avoir un objectif commun en gang, puis d'aller chercher quelque chose, une chimie dans une équipe, puis pousser dans la même direction. Là, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'aimais travailler avec les autres, avoir l'esprit social aussi dans tout ça. Patrice en parlait tantôt, là, mais c'est vraiment de développer des compétences sociales avec les autres, tandis qu'un sport individuel, c'est beaucoup interne, puis c'est vraiment isolé, donc c'est sûr que le côté équipe m'intéressait davantage. Patrice, est-ce que tu le vois souvent, ça, dans les chiffres, par exemple, des athlètes qui vont, ou des jeunes qui vont développer un sport d'équipe en compétition et que
tout ce qui est plus individuel va être plus récréatif? Non, pas nécessairement. Ça dépend vraiment de l'orientation du jeune à bas âge, là. Tu sais, même moi, par mon parcours, j'ai fait du ski alpin où j'étais vraiment seul dans ma course. Puis là, j'avais d'autres sports où là, je pouvais vraiment m'éclater en équipe. Je pense que c'est un choix personnel. Mais souvent, je pense que ce qu'il faut distinguer entre sport individuel et les sports d'équipe, c'est davantage les sports à spécialisation hâtive et les sports à spécialisation tardive. Là, on parle beaucoup de sports d'équipe. La plupart de ces sports-là sont des sports à spécialisation tardive. Donc, la meilleure performance de ces athlètes-là va venir vers l'âge, on va dire adulte, là, mais mettons, 20 à 25 ans, là, dans la majorité des cas, au hockey, au football, au soccer, c'est à ces moments-là qu'il faut performer. On a d'autres sports qui nécessitent d'autres habiletés, on va dire, des sports ou je pense par exemple au patinage artistique, au plongeon, à la gymnastique, qui sont des sports qu'on va appeler souvent acrobatiques ou technico-artistiques, là, peu importe, mais c'est des sports où le jeune a à développer une amplitude musculaire, une flexibilité qui ne peut pas se développer plus tard. Tu sais, quand on pense aux gymnastes, c'est très rare qu'on voit des gymnastes remporter aux Jeux olympiques à 25 ans. Là. Souvent, ça se passe davantage même dans la préadolescence. Donc, de 6 à 10 ans, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité qu'on appelle pour développer la qualité de la flexibilité. Puis souvent, ces choses-là vont être travaillées à plus bas âge. Fait que c'est sûr que pour ces sports-là, on a une approche complètement différente là, des sports à développement plus tardif. Mais là, j'interpelle le maître en sciences, en sciences du sport. Oui. Tu dis quoi aux parents, justement, qui ont peut-être un jeune qui fait un sport technico-artistique, comme tu dis, que ce soit le patin, la gymnastique, tout ça, et qui accompagnent leur jeune là-dedans, sans tomber dans... Parce que c'est inévitable, si tu commences à te spécialiser en bas âge parce que c'est la fenêtre d'opportunité que tu as, la compétition aussi suit. Donc, c'est une espèce de roue qui s'enclenche un peu plus rapidement, mais il y a quand même des mises en garde. Quelles sont-elles? Comment on oriente un parent là-dedans? Je le vis actuellement. Ma fille a décidé de faire de la gymnastique. C'est ce qui l'allumait complètement. Donc, puis je trouve ça super bien parce qu'à bas âge, c'est important que le jeune, justement, profite de ces fenêtres d'opportunité-là. Donc, si c'est l'âge pour développer une bonne flexibilité, on parle aussi par exemple, au hockey le lien avec la glace et les sports de glisse, qu'à bas âge, c'est important que si le jeune veut en faire à haut niveau, qu'il développe déjà des habiletés ou en lien avec ces surfaces-là qui sont un peu qui sont très différentes là, du plancher des vaches. Donc, c'est important de le faire à cet âge-là. Pour les parents, ce que tu me demandais, c'est davantage de savoir aussi le jeune, à travers son développement, est-ce que l'entraîneur respecte les différentes étapes du développement morphologique du jeune? Ce que ça veut dire, c'est est-ce que mon jeune est prêt pour suivre un volume d'entraînement qui va être aussi élevé? Parce que c'est sûr qu'à bas âge, les structures musculaires et articulaires ne sont pas développées comme ils sont après l'adolescence. Donc, ce qu'on veut dire avec ça, c'est quand on va surcharger certains ou on va répéter des gestes de façon très fréquente, mais qu'on n'a pas la masse musculaire pour absorber ces gestes-là, si je pense à des sauts en gymnastique ou peu importe, si ce n'est pas fait de façon optimale, ce qui va arriver, c'est que ça va amener des blessures plus tard ou des déséquilibres chez le jeune. Fait que ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se fasse comme ça. Je pense que maintenant, la plupart des fédérations, dans les dernières années, ont eu à développer des guides de développement à long terme de l'athlète, également pour les sports à spécialisation hâtive. Donc, tout le monde a eu à faire l'effort de se poser des questions, de dire « Hey, si on fait atterrir les jeunes sur un tapis plus mou, est-ce que ça permettrait qu'ils éviteraient à long terme de développer certaines blessures? » Il y a eu vraiment un remue-ménage de tout le monde, puis je pense que en ce moment, c'est déjà mieux que c'était. Ça, j'en suis sûr, puis on n'est quand même pas... Puis là, je ne sais pas si la Chine m'écoute, mais c'est sûr qu'on voit des fois qu'est-ce qui se fait en gymnastique ou en plongeon. Je pense à Alexandre Despatie qui disait que quand il arrivait aux Olympiques, des fois,
les représentants des autres pays, c'était pas le même à chaque Olympique. Tandis que nous, quand on a un athlète, on va en prendre soin et on va essayer qu'il performe le plus longtemps possible. Fait que c'est sûr que la vision qu'on a au Canada, c'est quand même de faire attention à nos athlètes, là, parce qu'on en a en partant moins. Mais la recommandation que je ferais, ça serait de discuter avec les entraîneurs, de voir avec les associations sportives régionales où on envoie notre jeune, c'est quoi leur courant de pensée par rapport à ça. Puis s'ils se basent aussi sur les recommandations du DLTA, je pense que c'est quelque chose qui est très important là, pour un développement optimal des jeunes. Intéressant. Anthony, maintenant que tu as terminé ta carrière universitaire, qu'est-ce que le multisport t'amène après? Parce que moi, je le sais, je l'ai vécu, mais d'abord, est-ce que tu veux jouer professionnel au foot? Est-ce que tu as des ouvertures ou toi, c'est terminé, maintenant, tu es sur le marché du travail à 100%? J'aurais aimé, en 2019, j'avais des opportunités, puis tout ça, mais avec ma dernière blessure, elle m'a quand même freiné dans mes buts, puis ça a été difficile de revenir de celle-ci. Donc, je pense que je vais écouter mon corps, puis j'ai peut-être un gars qui aimait pratiquer des sports à niveau récréatif, aller chercher un peu de compétition aussi là-dedans, mais je pense que ça me tente de profiter de... Mon corps est encore dans une bonne condition, mais le football, je pense que des fois, pour certaines personnes, ça peut avoir une date de péremption. Donc, ça me tente de profiter de ces autres sports-là aussi pour ma retraite, si on veut, universitaire, là, de ce sport-là. Si je rejoue au football, ça va être au niveau du flag, là, mais sinon, je pense que, ou dans le coaching, mais je pense que sinon, on va faire place aux autres sports que j'ai laissés depuis le niveau du cégep, si on veut, depuis la spécialisation, là, pour faire un plaisir autrement, si on veut. Mais tu sais, ça, c'est cool aussi parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'auront pas connu ça et qui, la journée qui décident de terminer leur sport, que ce soit universitaire ou professionnel, ben ils se retrouvent devant rien. Puis franchement, quand tu as été un athlète haut niveau dans un sport, puis qu'après ça, tes chums te disent « Hey, ça te tente-tu, on va aller jouer à tel sport », puis que tu n'as même pas les habiletés de base, sérieux, ça donne un petit coup à l'ego. Tu sais, si on enlève le point de vue égo, c'est dur pour l'orgueil de savoir que... Puis ça, je trouve que c'est vraiment important par rapport à le multisport, Pat. Je suis convaincue que tu vas être d'accord. Oui, bien c'est sûr, le multisport, ça amène une pratique sportive à long terme parce que la personne, une fois qu'elle termine son sport compétitif, ben, elle est déjà compétente dans d'autres choses. Donc, elle a la facilité de transférer puis d'aller vers quelque chose d'autre. Quelqu'un qui n'a pas développé toutes ces habiletés-là, ben, dès que son sport compétitif va terminer, ben, souvent, il reste les ligues de garage, mais souvent, si tu as aimé la compétition, c'est pas nécessairement vers ça que tu as envie de te tourner. Donc, tu vas plus comme arrêter la pratique sportive. Puis c'est là souvent que c'est dommage parce qu'on a des athlètes qui, suite à leur carrière sportive, arrêtent complètement la pratique sportive. Puis c'est pas ça qu'on veut. Les gars, en terminant, si vous aviez eu, puis là, Patrice, je te fais reculer dans le temps, je sais que tu as été exceptionnel à Sherbrooke avec le Vert et Or. Si vous aviez quelque chose à faire différemment, maintenant que vous savez tout ce que vous savez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment? Parce que là, on s'adresse quand même à notre clientèle, les 12-17 ans qui vont participer aux Jeux du Québec, les parents qui nous écoutent, les entraîneurs. Tu sais, ça peut être un conseil aussi, mais je trouve que vous avez une belle plateforme là, pour passer un message. Vas-y, Anthony, je vais te laisser. Moi, je peux commencer. Écoute, si on avait à recommencer, je pense que j'ai pris le parcours qui m'était le plus optimal, si on veut, puis je regrette rien. Honnêtement, la diversification dans ces sports-là, ça fait en sorte, tant qu'à moi, de me rendre un athlète plus complet. J'ai peut-être été un athlète qui performait bien dans plusieurs facettes, puis des fois, le talent, ça n'a pas tout à faire, mais développer plusieurs habiletés jeunes, moi, je suis sûr que ça se concrétise en faisant de soi-même un meilleur athlète plus tard, peu importe la spécialisation. C'est sûr que j'ai fait plus de sports d'équipe, donc c'est sûr que les sports individuels, des fois, c'est, comme Patrice disait, c'est plus jeune que tu n'as pas vraiment le choix de te spécialiser comme ça, mais de jamais oublier le côté récréatif, puis de tout le temps aller chercher que ça peut tout le temps avoir des bienfaits, là, d'aller voir un peu partout, puis de jouer à plusieurs sports. Ben, de mon côté, je ne changerais rien non plus. C'est sûr que ce qui aide beaucoup, je pense, c'est d'avoir des parents qui sont présents, mais qui ne sont pas là pour amener une pression ou pour nous amener à la victoire à tout prix. Là. Je pense que mes parents venaient au match, mais je ne sais même pas si ils regardaient le match, mais en tant que tel, je ne sentais aucune pression de leur part. C'est juste une présence rassurante. C'est sûr que
le sport, je pense que les plupart des associations au Québec se posent la question parce qu'il y a beaucoup de sports que c'est rendu un enjeu financier. Tu sais, que le jeune, s'il veut aller chercher du haut niveau, ben, il doit investir beaucoup. Puis des fois, le parent est obligé de choisir un sport parce qu'à un moment donné, si on fait les trois, à un moment donné, ça va coûter cher. Donc, je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire à ce niveau-là. Tu sais, on voit le premier ministre François Legault en ce moment qui veut se positionner au niveau du hockey, de faire une grosse réflexion, mais je pense que la réflexion ne devrait pas se faire uniquement au hockey, mais on devrait mélanger les différents sports et essayer de voir comment on peut essayer justement d'encourager cette pratique multisport-là à un coût qui est accessible aussi pour les parents, puis permettre que les différentes saisons aussi ne se croisent pas, parce que c'est ce qu'on vit en ce moment. Là. Le football croise la saison de basketball, le hockey commence aussi, puis là, tout le monde tire la couverte de son côté, puis à un moment donné, l'athlète a à choisir. On l'étire de tous les bords. Je pense qu'il va falloir vraiment avoir une bonne réflexion, qu'on prenne les recommandations, les avis scientifiques qui sortent, puis qu'on essaie de les mettre en application. Mais pour ça, ça va prendre vraiment une ligne directrice du gouvernement. Mais bon, c'est pas moi qui ai ces choix-là à faire. Mais pour le reste, pour les parents, c'est d'encourager vos jeunes à avoir du plaisir, à participer à différents sports. Puis je pense que si on fait ça comme parents, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Et je pense qu'en terminant, c'est de rappeler que oui, aujourd'hui, on a abordé le multisport. C'était pas dans l'optique de décourager les programmes sport-études, loin de là, parce qu'ils ont leur raison d'être. Ils sont pas pour tout le monde, ils sont pas pour tous les jeunes, par contre. Sauf que même dans un programme sport-études, il y a un moment dans l'année où est-ce que tu peux te permettre de faire autre chose. D'abord, pour reposer les jeunes et aussi leur donner le goût de reprendre le sport quand ça va être le moment. Fait que je pense aussi qu'effectivement, il y a une réflexion à faire d'un point de vue là, à tous les niveaux. Mais non, honnêtement, je suis super contente de vous avoir eu, les gars, à l'émission parce que je sais que c'est un sujet qui est chaud par moment, mais les chiffres commencent à parler et effectivement, d'être compétent dans plein de sports, de développer les habiletés à différents niveaux, c'est sûr qu'à long terme, ça a vraiment des bienfaits. Donc, je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu. Merci à toi, ça fut un plaisir. Merci à toi, puis bonne expérience à tout le monde au prochain Jeux du Québec. Yes! Merci les gars! Merci. Merci. Cette semaine, dans le cadre du segment Saviez-vous que, on vous propose une activité à faire en famille. Pourquoi pas? Mais j'en dis pas plus. Salut! Saviez-vous que le 26 mars prochain à la Place Belle de Laval aura lieu un important match bénéfice du Rocket de Laval au profit de la 55e finale des Jeux du Québec Laval 2022? On vous invite à être présents sur place alors que le Rocket de Laval affrontera les Pingouins de Wilkes-Barre-Scranton. Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant pour aussi peu que 19 $, taxes incluses, en utilisant le code promotionnel JQR22. Pour chaque billet vendu, une portion viendra soutenir directement notre événement. Et bien sûr, les montants amassés iront directement au développement du sport amateur pour des milliers de jeunes athlètes québécois. Dynamix, la mascotte de la 55e finale, sera également de l'événement et le tout sera présenté sur les ondes de RDS. On vous invite à prendre part à cet événement incontournable. Et nous, on se revoit le 26 mars prochain à la Place Belle. Salut! Je vous avais dit que c'était une activité à prévoir en famille. Donc, effectivement, les billets sont en vente. Les détails sont sur le site Internet des Jeux du Québec de Laval. Merci à Olivier Duclos, animateur au Rocket de Laval, également avec les Canadiens de Montréal. Merci à mes invités d'aujourd'hui, Patrice Marcoux et Anthony Chagnon. Vraiment une discussion hyper intéressante sur l'importance de la pratique multisport, en bas âge aussi, mais à tout âge. Je vous rappelle que tous les épisodes de nos premiers podiums sont disponibles au rds.ca/balado-diffusion, et également sur la plateforme iHeartRadio. Je vous donne un rendez-vous pour un prochain épisode de nos premiers podiums où, je vous rappelle, on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.